beaucoup, Madame la Présidente, et merci à CECAL pour votre invitation à participer à cet événement. Moi, je suis ravi parce qu'en tant que biologiste, j'avais jamais eu l'occasion de participer à un événement tel que celui-ci. Et comme on l'a évoqué ensemble tout à l'heure, ainsi qu'avec Catherine Vega, vous allez, j'espère, à l'issue de cette présentation, vous rendre compte que la lumière, finalement, ne sert pas qu'à voir, mais qu'elle est impliquée dans un ensemble de fonctions biologiques extrêmement importantes. Et sans cette lumière, eh bien, on voit apparaître des troubles, des troubles qu'on peut traiter d'ailleurs par la lumière, en utilisant la lumière. Alors je crois que je vais cliquer sur ce petit bouton, je vais m'écarter un petit peu. Alors, je vais commencer par vous dire en quoi la lumière est importante pour l'horloge biologique, ensuite pourquoi l'horloge biologique doit être remise à l'heure, comment elle est remise à l'heure, par quel mécanisme, qu'est-ce qu'on appelle les fonctions non visuelles de l'œil. Et puis vous verrez que la lumière, c'est actuellement un outil thérapeutique, c'est utilisé en clinique pour traiter certains troubles, certaines pathologies. Et puis on parlera de lumière artificielle et de lumière solaire, parce qu'évidemment, dans la vie de tous les jours, on est principalement exposé à de la lumière solaire quand on sort de sa maison le matin, puis éventuellement entre midi et 2 quand on va déjeuner, puis éventuellement le soir quand on rentre, un peu moins en hiver, il y a un peu moins de lumière en hiver, le matin et le soir entre le travail et la maison, mais la plupart du temps on est exposé à de la lumière artificielle. La seule lumière solaire qu'on perçoit, pour ceux qui ont la chance d'avoir une fenêtre à proximité, évidemment sera celle qui traverse la fenêtre, mais pour d'autres ce sera une lumière solaire qui sera un peu lointaine et vous verrez que ça peut poser des problèmes. Alors lumière et horloge biologique. Alors ce qu'on a découvert en 1980, donc à l'échelle de la découverte scientifique, c'est quelque chose de très récent, c'est qu'il existe dans notre cerveau une petite structure, deux petites structures, qui sont le siège de l'horloge biologique. Ces deux petites structures contiennent des neurones, des cellules nerveuses, et l'activité de ces cellules eh bien, impulse à l'ensemble de l'organisme un rythme, une série de rythmes, on va dire. Vous voyez que ces structures, elle est bien localisée au cœur du cerveau, il faudrait trancher la tête comme ça, et puis c'est bien au cœur du cerveau que cette structure est localisée. Elle est très protégée, elle existe chez tous les mammifères, depuis la souris jusqu'à l'homme. On trouve aussi une horloge biologique, alors qui n'est pas localisée évidemment dans une structure neuronale, mais on trouve une horloge aussi chez les plantes, chez les bactéries et chez les champignons, ainsi que chez les levures. Donc l'horloge biologique est quelque chose qui fait partie de la vie, partie intégrale de la vie, elle est indispensable à la vie. Chez l'homme, c'est localisé dans ce qu'on appelle les noyaux suprachiasmatiques. Alors ce qu'on a, je vais essayer de faire marche arrière, ce qu'on voit, c'est quand on enregistre l'activité de ces cellules neuronales, de ces neurones dans le cerveau, voilà ce qu'on observe. On observe une activité qui est rythmique. L'horloge biologique, ces neurones sont très actifs pendant la journée, puis pas très actifs pendant la nuit. Et si on enregistre ces neurones pendant 14 jours, ici vous voyez que, eh bien, il y a un rythme qui est très évident. Ce rythme, il est proche de 24 heures, il n'est pas tout à fait de 24 heures. Donc vous voyez, ça ressemble à une rythmicité, on pourrait dire un électrocardiogramme, sauf qu'au lieu d'avoir un pulse, une pulsation toutes les secondes, c'est une pulsation toutes les 24 heures. Et cette pulsation, elle est proche de 24 heures, mais elle n'est pas exactement de 24 heures. Et évidemment, ça c'est important, parce que ça veut dire que cette horloge, elle a besoin d'être remise à l'heure. Et la remise à l'heure de l'horloge s'effectue par la lumière, et par la lumière uniquement au niveau de l'œil. On va y revenir. Et parce que cette horloge, eh bien, elle est connectée à un ensemble de structures via un câblage neuronal, un câblage électrique, eh bien, elle va permettre l'expression de rythmes biologiques. Et ces rythmes biologiques seront exprimés au bon moment si l'horloge est bien synchronisée par la lumière. Par exemple, la mélatonine, c'est une hormone qui est sécrétée la nuit. Si on essaie d'être éveillé pendant la nuit, on aura beaucoup de mal parce que la mélatonine a un effet hypnotique, sédatif. Donc la mélatonine, elle a un rôle dans le maintien du sommeil. Donc c'est important que la mélatonine soit bien sécrétée pendant la nuit. C'est l'horloge qui permet la sécrétion pendant la nuit. La température, elle est élevée pendant la journée, entre 37 et 37,5, et puis elle est basse pendant la nuit, aux environs de 36,5, entre 36 et 36,5. Si la température est modifiée, si par exemple on fait un exercice physique peu avant le coucher, on augmente la température physique, là on va induire un trouble de l'endormissement. Parce que pour s'endormir, il faut que la température chute. Une autre hormone, le cortisol. Le cortisol, c'est une hormone qui est impliquée dans la réponse au stress. Bien, le cortisol doit être bas en début de nuit et puis doit être élevé en fin de nuit. Si on est stressé avant le coucher, par exemple un coup de fil, un message email qu'on doit envoyer, une mauvaise nouvelle, eh bien la sécrétion de cortisol va empêcher l'installation du sommeil. Donc vous voyez que la régulation de ces différents systèmes, de ces différents rythmes,
eh bien, elle est nécessaire à l'installation du sommeil et au maintien du sommeil pendant la nuit, et aussi au maintien de la veille pendant la journée. Donc les rythmes biologiques adaptés ne sont en fait visibles que si l'horloge est bien remise à l'heure par la lumière. Alors l'horloge, elle est connectée à un ensemble de structures dans le cerveau, qui sont évidemment celles qu'on a vues, les hormones. La température, c'est contrôlé par le système nerveux autonome. Évidemment, le sommeil est contrôlé par l'horloge. La raison pour laquelle on dort la nuit et non pas le jour, c'est évidemment parce que notre horloge permet l'expression du sommeil pendant la nuit. Nos performances cognitives, intellectuelles sont régulées par l'horloge biologique. Notre humeur, nos performances motrices et physiques sont régulées par l'horloge. La mémoire est régulée par l'horloge. On a parlé des hormones. Le cycle cellulaire, la division de nos cellules est directement sous le contrôle de notre horloge. C'est un des mécanismes par lesquels on pense que la raison pour laquelle les travailleurs de nuit et les travailleurs postés, qui sont des gens qui ont une horloge biologique très très perturbée, très désynchronisée, eh bien, présentent une prévalence plus élevée pour certains cancers. On pense que c'est parce que leur horloge, en étant désynchronisée, va perturber la division des cellules et donc va induire le développement de certains cancers. Donc vous voyez que l'horloge, elle est impliquée dans un ensemble de fonctions biologiques extrêmement importantes. Sans l'horloge, ou bien lorsque l'horloge est mal synchronisée, on a des problèmes. Alors pourquoi elle doit être remise à l'heure? Évidemment pour éviter ces problèmes. Une des premières évidences qu'on a une horloge vient d'une étude qu'avait faite Michel Siffre, dont vous avez peut-être entendu parler. Michel Siffre, c'est un spéléologue passionné par la vie sous terre. Et ce qu'il a décidé de faire en 1962, c'est de passer 62 jours dans une grotte dans les Alpes, à 120 mètres sous terre. Alors il avait du courage parce qu'il faisait 0 degré dans la grotte. Et il a voulu vivre dans des conditions hors du temps. Donc il n'avait pas de montre. Et quand il avait sommeil, quand il souhaitait se coucher, eh bien, il téléphonait à la surface et il disait « bon, maintenant je vais me coucher ». Et à la surface, évidemment, on notait l'heure de coucher. Et quand il se réveillait le matin, quand il se réveillait, eh bien, parce qu'il ne savait pas s'il était le matin ou l'après-midi, il téléphonait à la surface en disant « voilà, je suis réveillé, je me lève ». Et regardez ce qui s'est passé. Ça, sur cet axe-là, c'est 62 jours. Le premier jour, vous voyez, il s'est couché vers 22 h et il s'est levé à peu près vers 8 h du matin. Le deuxième jour, il s'est couché un peu plus tard. Le troisième jour, il s'est couché un peu plus tard. Le quatrième jour, il s'est couché un peu plus tard. Vous voyez qu'au cours du temps, jour après jour, son heure de coucher et son heure de lever, c'est-à-dire la position de son sommeil, s'est décalée progressivement. Elle a pris du retard progressivement. Et si on regarde en moyenne quel est ce retard, eh bien ce retard est de 30 minutes par jour. Ce résultat-là, c'est une évidence que dans des conditions où la lumière solaire n'est pas là pour remettre à l'heure l'horloge, eh bien l'horloge fonctionne à sa propre vitesse. Et la vitesse de l'horloge de Michel Siffre, c'est 24 h et 30 minutes. Il faut 24 h et 30 minutes à l'horloge de Michel Siffre pour déclencher le sommeil tous les jours, dans des conditions où l'horloge n'est pas remise à l'heure. Alors évidemment, on n'a pas tous une horloge de 24 h et 30 minutes. Ça va dépendre des individus. Ce qu'on appelle la période, la vitesse de l'horloge, c'est une caractéristique individuelle. Dans une étude qui a été publiée par notre groupe de recherche avec Harvard Medical School en 2011, on a montré sur 157 sujets qu'on a fait intervenir dans l'étude entre 20 ans et 65 ans, on a pu voir que la vitesse de l'horloge, eh bien, elle s'étale entre 23 h 30 et 24 h 30. En moyenne, on a une horloge qui est un tout petit peu au-dessus de 24 heures, c'est 24,15, 24 h et 10 minutes à peu près. Donc ça, c'est en moyenne. Mais vous voyez qu'il y a un grand nombre d'individus qui a une horloge beaucoup plus rapide et un grand nombre d'individus qui a une horloge beaucoup plus lente. En moyenne, c'est 24 h et 10 minutes. On a des gens avec une horloge de 23 h 30 et des gens avec une horloge de 24 h 30. Alors c'est quoi l'impact de tout ça dans la vraie vie? Parce que dans la vraie vie, on est tous calés sur les 24 heures. Ça, c'est dans des conditions où la lumière n'est pas là pour synchroniser l'horloge. Eh bien, en présence de lumière, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les individus qui ont une horloge rapide sont des couche-tôt, les couche-tôt lève-tôt. Pourquoi est-ce qu'ils se couchent tôt et ils se lèvent tôt? Eh bien, parce que l'horloge, parce qu'elle tourne un peu plus vite, va déclencher le sommeil, l'endormissement un peu plus tôt, elle réveille un peu plus tôt. Et puis ceux qui ont une horloge lente, eh bien, ce sont des couche-tard, lève-tard. Donc, une des premières choses à avoir à l'esprit, c'est qu'évidemment, quand on est couche-tôt, lève-tôt, ou bien quand on est couche-tard, lève-tard, ça n'est pas uniquement psychologique, ça n'est pas uniquement par préférence psychologique qu'on va se coucher tôt ou se coucher tard. C'est parce que notre horloge biologique, au niveau interne, sous le biais de mécanismes génétiques, hormonaux et autres, eh bien, qui va contrôler la position de ce sommeil-là. Donc, un adolescent qui se couche à 2 h du matin et qui n'arrive pas à se coucher plus tôt, son environnement y est pour quelque chose, on va en parler tout à l'heure, mais son horloge, pendant l'adolescence, est beaucoup plus lente que lorsqu'il était petit enfant ou lorsqu'il sera plus âgé. Donc il suffit de patienter, il va se coucher un peu plus tôt. Mais ce n'est pas la peine de faire tout ce qu'on peut pour le faire se coucher plus tôt. Il y a une période pendant laquelle l'horloge sera plus lente et va de toute façon déclencher un sommeil plus tardif.
Donc la synchronisation aux 24 heures doit s'effectuer pour tout un chacun, évidemment, c'est-à-dire que, pour revenir sur cette image, les individus qui ont une horloge rapide, les couche-tôt, lève-tôt, eh bien il faut que leur horloge soit retardée tous les jours pour être bien calée sur les 24 heures. Et les couche-tard, lève-tard, eh bien leur horloge doit être avancée tous les jours pour pouvoir être bien calée sur les 24 heures. Alors qu'est-ce qui se passe quand on a une horloge mal synchronisée, quand on essaie de fonctionner à une heure biologique, une heure interne qui n'est pas adaptée? On sait tous qu'on va avoir des troubles de la vigilance. Quand on va travailler de nuit, on va avoir des troubles de la vigilance. On va avoir aussi d'autres problèmes. Ça, c'est une étude qui a montré chez le travailleur de nuit, qui est quelqu'un qui a de gros soucis de santé, eh bien, on a des troubles évidemment du sommeil, des troubles de la régulation de la température, on a des troubles au niveau cérébral, on a des troubles de type gastro-intestinaux, on a des troubles de type cancer, comme je l'ai évoqué. Chez la femme, des troubles au niveau de ce qu'on appelle la sphère reproductive, prématurité, des enfants de faible poids à la naissance, éventuellement plus d'avortements. On a, chez hommes et femmes, une augmentation du risque cardiovasculaire. Et puis on a des troubles au niveau de la santé mentale, plus de stress, de dépression, et d'anxiété chez ceux qui ont un trouble de la synchronisation. Alors comment est-ce qu'on remet l'horloge à l'heure? Eh bien on la remet à l'heure par la lumière. Et l'efficacité de la lumière sur l'horloge, elle va dépendre de plusieurs choses. Évidemment de l'intensité lumineuse, plus la lumière est intense et plus l'horloge sera synchronisée rapidement. La durée de l'exposition, l'heure de l'exposition et la longueur d'onde. Alors ça, c'est deux points sur lesquels j'aimerais insister. Pourquoi l'heure de l'exposition? L'effet de l'horloge, l'effet de la lumière sur l'horloge va dépendre de l'heure à laquelle on perçoit la lumière. Chez quelqu'un qui est bien synchronisé par la lumière, la sécrétion de la mélatonine elle a lieu pendant la nuit. Vous voyez, elle démarre un peu avant le coucher habituel, elle culmine au milieu de la nuit et elle est minimale au moment du réveil. Si on expose cet individu à de la lumière le soir, de très haute intensité pendant plusieurs heures, voilà ce qui va se passer. On va retarder la sécrétion de la mélatonine le jour suivant et les jours d'après. C'est-à-dire qu'on va retarder l'horloge, le sommeil va démarrer plus tard, 1 heure, 2 heures ou 3 heures plus tard selon l'intensité de la lumière que la veille. Si on s'expose à la lumière le matin, en revanche, eh bien on va avancer l'horloge. Le jour suivant, on va avancer l'horloge d'1 heure, 2 heures ou 3 heures, selon là encore l'intensité lumineuse et le spectre. Donc vous voyez que l'effet de la lumière dépend de l'heure à laquelle on reçoit la lumière. Utiliser son ordinateur le soir tard avant le coucher va retarder l'horloge. L'utiliser le matin tôt au réveil va avancer l'horloge. Donc ça va avoir un impact. Par quoi ça passe l'effet de la lumière? Eh bien, il y a très peu de temps, on pensait que l'effet de la lumière passait par les cônes et les bâtonnets, les cellules visuelles, celles qui nous permettent de voir le mouvement, les couleurs. Et ce qu'on a découvert en 2002, donc il y a très peu de temps, eh bien, c'est qu'il existe dans la rétine un nouveau photorécepteur qu'on appelle les cellules ganglionnaires à mélanopsine. Ces cellules-là, il y en a très peu, c'est 0,5% de l'ensemble des cellules de notre rétine, eh bien, elles sont activées par la lumière qui est perçue dans l'environnement, et puis elles transmettent un message vers ce qu'on appelle des structures non visuelles. Et on va voir quelles sont ces structures non visuelles dans un petit moment. En particulier, évidemment, l'horloge biologique. C'est par ce chemin-là que l'horloge est synchronisée par la lumière. Alors ça, c'est un schéma un peu compliqué, mais il faut très simplement avoir à l'esprit que, évidemment, dans l'œil, on a des cônes et des bâtonnets. Nos cônes sont sensibles à différentes couleurs. On a des cônes sensibles au bleu, c'est 440 nanomètres qui va activer préférentiellement ces cônes. On a des cônes qui sont sensibles au vert, là c'est 540 nanomètres, une lumière verte. Et puis des cônes sensibles au rouge, qui sont sensibles en particulier à 564 nanomètres. Eh bien, nos cellules ganglionnaires à mélanopsine, qui vont synchroniser l'horloge, elles sont sensibles à 480 nanomètres. Donc qu'est-ce que ça met en évidence? Ça met en évidence que ces cellules ont une sensibilité spectrale qui est différente des autres photorécepteurs et qu'elles ont un pic qui est compris vers 480 nanomètres chez l'homme et chez tous les mammifères. Ça veut dire que par rapport à la sensibilité visuelle, vous savez ce qu'on appelle la courbe photopique ou le lambda max pour ceux qui maîtrisent ces notions-là, eh bien c'est aux alentours de 550 nanomètres. Une lumière blanche, légèrement jaune, ça c'est la lumière qui est la plus efficace pour permettre la vision des couleurs, bonne acuité visuelle. Pour synchroniser l'horloge, ce n'est pas la même lumière, c'est 480 nanomètres, une lumière plutôt dans le bleu. Donc vous voyez que l'œil, non seulement il a ces deux fonctions, fonction visuelle et fonction non visuelle, mais en plus pour ces deux fonctions, la lumière sensible, la lumière activable n'est pas la même. Et ça c'est important à avoir à l'esprit. Alors très vite, les fonctions non visuelles de l'œil, qu'est-ce que c'est? Il y en a beaucoup. Alors je suis désolé, cette image est en anglais, mais il y a beaucoup de fonctions maintenant qui, on le sait, sont activées par la lumière. Cette petite structure représente l'œil. Les cellules de l'œil vont projeter vers, je vous l'ai dit, le noyau suprachiasmatique, l'horloge. Mais vous voyez que le câblage s'effectue aussi vers un ensemble de structures dans le cerveau. Il y a une vingtaine de structures dans le cerveau qui, dès qu'on allume la lumière,
si elle est aux alentours de 480 nanomètres ou si elle contient du 480 nanomètres, eh bien ces structures-là vont directement être activées. Quand on fait de l'imagerie cérébrale et qu'on place un sujet dans un scanner d'imagerie cérébrale et qu'on l'expose à de la lumière, eh bien on voit à l'imagerie des structures dans le cerveau qui s'allument, qui sont directement activées par la lumière. Donc ça n'est pas que la vision, c'est un ensemble de structures qui sont impliquées dans la libération de certains neurotransmetteurs impliqués dans l'émotion et dans l'humeur. Donc on parle de confort visuel souvent. On pense maintenant que le confort visuel est lié à la libération de certains neurotransmetteurs dans le cerveau qui sont impliqués dans la régulation de l'humeur. C'est impliqué aussi, alors je dis dans l'amygdale, c'est l'implication de l'humeur aussi, le réflexe pupillaire, l'activité motrice, le sommeil et la cognition. Ces structures-là sont directement activées par la lumière. Donc on peut jouer sur ces structures-là. Alors je crois que je n'ai plus qu'une minute peut-être pour conclure. Alors une minute pour conclure, pour dire qu'évidemment la lumière est maintenant, on le sait, impliquée directement dans la régulation d'un ensemble de fonctions biologiques clés. Donc il faut avoir ça tout à fait à l'esprit parce que dès lors qu'on va jouer sur la qualité de la lumière, on va possiblement jouer sur l'activation de ces structures cérébrales et sur ces fonctions-là. Une lumière qui n'aurait par exemple pas de bleu serait très peu efficace pour activer la vigilance. Une lumière qui aurait très peu de bleu serait très peu efficace pour promouvoir la cognition, mais au contraire éventuellement favoriserait l'endormissement. Donc c'est un point important. Alors très vite, on utilise actuellement la lumière en clinique pour traiter des troubles du sommeil. Il y en a plusieurs types, retard de phase, avance de phase, etc. Et puis il y a plusieurs pistes de recherche pour traiter certaines pathologies par la lumière, certaines dépressions, le trouble du sommeil dans le vieillissement, certaines hypersomnolences, et dans certains cancers, on pense qu'on pourrait utiliser la lumière pour aider l'horloge à se resynchroniser. Alors juste pour terminer, lumière artificielle et lumière solaire. Est-ce qu'on peut synchroniser l'horloge et activer ses fonctions avec de la lumière artificielle, ou est-ce qu'il faut que ce soit uniquement de la lumière solaire? Eh bien la réponse est, ça va dépendre du spectre lumineux. La lumière solaire, naturellement, contient toutes les longueurs d'onde nécessaires à la synchronisation de l'horloge. Ici, ça vous montre un spectre solaire. Quand on regarde le ciel, alors ici, le ciel, l'horizon, c'est spectre rouge. Vous voyez qu'il contient tout le spectre. Si on regarde maintenant la sensibilité de la mélanopsine, eh bien, elle se situe ici. Ça, c'est la sensibilité de notre photorécepteur qui va être impliqué dans les fonctions non visuelles. Vous voyez que la lumière solaire, elle, sera très efficace pour activer ces fonctions-là. Si on regarde maintenant des lumières artificielles, regardez, ça c'est une lumière tungstène. Le spectre de la lumière tungstène, très peu efficace. Au contraire, ce sera très bien, par exemple, pour lire le soir avant de s'endormir, parce que ça contient très peu de bleu, donc ça va favoriser au contraire l'endormissement plutôt que l'hypervigilance. Les LED blanches vont être très efficaces. Les lumières à incandescent, pardon, les lumières fluorescentes sont relativement peu efficaces, sauf s'ils ont une couleur de température très élevée. Les lampes sodium ou lampes à iodure métallique seront très peu efficaces pour synchroniser l'horloge. De la même manière, si on prend la lumière solaire, si on filtre le bleu et qu'on veut avoir une lumière orangée, par exemple dans une pièce, eh bien, en filtrant le bleu, on va supprimer tout cet effet activateur de la lumière. Si au contraire on filtre le rouge, eh bien, on va renforcer l'effet activateur de la lumière. Donc vous voyez que c'est important d'avoir à l'esprit que la lumière va avoir un rôle sur des fonctions non visuelles qui peuvent avoir un intérêt. Et puis je vais m'arrêter là pour ne pas déborder, puisque je viens de dire ça. Ça, c'était 2 dias pour illustrer qu'il y a quelques données maintenant sur est-ce qu'il vaut mieux utiliser la lumière solaire ou la lumière artificielle. En fait, comme je viens de vous le dire, ça va dépendre tout simplement du spectre. Et puis en conclusion, les quelques points clés. La lumière est indispensable à la régulation d'une multitude de fonctions biologiques, vous l'avez vu. Un environnement lumineux inapproprié peut conduire à des troubles. C'est le cas dans certains bureaux mal éclairés, l'utilisation d'ordinateurs le soir, le travail posté parce qu'on est exposé à des cycles lumineux perturbés. Les approches photiques, c'est-à-dire comment on utilise la lumière de manière très précise, peuvent être très efficaces dans un ensemble de troubles et sont utilisées en clinique. Et puis, la photoréception non visuelle, c'est une découverte récente, c'est 2002, donc on sait encore très très peu de choses. Donc ne me demandez pas quelle quantité de lumière solaire ou lumière artificielle on a besoin pour être en bonne santé, on ne sait pas à l'heure actuelle ça. Ce qu'on sait, c'est qu'il faut dans tous les cas penser à la lumière en termes d'intensité, en termes de spectre et en termes de timing. Le spectre solaire pendant la journée et l'obscurité relative pendant la nuit, ça doit être l'objectif chez l'homme pour permettre une bonne synchronisation et une bonne santé. Voilà, je vais m'arrêter là, je vous remercie.